Les voix. Les voix de la mobilité. Le podcast de Keolis. Quand on habite Stockholm, Hyderabad, Montréal ou Sydney, on pourrait imaginer que l'on attend des choses très différentes de ces transports du quotidien. Et pourtant, une étude internationale menée par Keolis et Toluna auprès de 8000 habitants dans 20 métropoles et 11 pays révèle un constat aussi surprenant qu'instructif. Partout dans le monde, les voyageurs expriment quasiment les mêmes attentes. Ils veulent des transports suffisamment fréquents, plus sûrs, plus simples et capables de s'adapter à des modes de vie qui ont profondément changé. Alors, existe-t-il finalement une vision universelle de la mobilité? Et que nous dit ce consensus mondial sur l'avenir des transports publics? Pour en parler, deux experts, David Onille, directeur marketing et prospective du groupe Keolis, et Arnaud Aimé, consultant spécialiste des transports au cabinet SIA. Les voix de la mobilité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de se plonger dans les résultats de cette étude, David Onille, j'aimerais insister tout d'abord sur son ampleur. Oui, c'est une des premières fois qu'on a une telle ambition dans une étude internationale. C'est ce qui rend le résultat assez exceptionnel. On a interrogé 8000 habitants dans 11 pays où Keolis opère. Donc des Pays-Bas à l'Inde, de la Suède aux Émirats. On a un panorama assez complet de ce que les citoyens voient de la mobilité avec une des plus grandes enquêtes qu'on ait jamais menées sur les attentes mondiales en termes de mobilité urbaine. Et David, cette étude est d'autant plus importante dans un contexte actuel de crise énergétique. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais nous, on en voit déjà les impacts. On vient de publier une enquête dans laquelle 44% des Français nous disent avoir renoncé à des trajets du fait du prix du carburant. Ces trajets-là, c'est pas les trajets domicile-travail, c'est plutôt des trajets de loisirs. C'est-à-dire, on va moins voir sa famille et ses amis, on fait moins de sorties, on va pas partir en week-end ou pour des courtes vacances parce que le carburant est trop cher. Les transports en commun, d'une manière générale, urbains comme non urbains, ils ont un grand avenir parce que la ressource pétrole, c'est une forte contrainte dans les années à venir et on a besoin de mutualiser nos déplacements pour être le plus efficient possible. Arnaud Aimé? La voiture, c'est aussi souvent moins économique. Le transport public est une alternative qui doit permettre de mieux préserver les budgets des ménages. Il y avait une étude qui avait été faite par la FNOT, donc une fédération d'usagers de transport, qui calculait qu'en moyenne, en France, un abonnement de transport public coûte à peu près 3 600 € de mémoire. Oui, la différence est indéniable. Si on regarde maintenant les résultats de cette étude, Arnaud Aimé, premier constat, partout dans le monde, les gens aspirent peu ou prou à la même chose. Alors pas forcément avec le même classement exactement, mais il me semble que ce qui ressort surtout, c'est d'abord, on veut un maximum d'offres et une offre la plus qualitative possible. C'est bien ça qui est attendu en premier. David Onille, vous vous attendiez à davantage de différences culturelles entre les pays? Honnêtement, quand on a fait l'étude, on pensait avoir des résultats assez différents. Ce qui nous a surpris, c'est ce consensus qu'on retrouve sur l'ensemble des questions liées au désir de mobilité et la vision de la mobilité. Alors évidemment, dans l'étude, on est un peu plus axé sur les métropoles. On part de réalités très différentes. Pour autant, ils ont à peu près tous la même réponse, qui est de dire il faut plus de transports publics. Alors ils insistent aussi sur la question du coût des transports publics, mais ce qu'ils nous disent dans cette étude, c'est qu'ils veulent avoir le choix et que pour avoir le choix, il faut avoir du transport public. Si je comprends bien, les voyageurs ne demandent pas de gratuité totale, Arnaud Aimé, contrairement à certaines idées reçues. C'est très important d'insister dessus parce qu'il peut y avoir en France, comme dans le monde, des politiques qui font un peu dans la démagogie et qui promettent de raser gratis. Évidemment, une gratuité généralisée des transports et l'amélioration de l'offre sont tout à fait contradictoires. À quel moment la gratuité, elle est intéressante? C'est quand le prix est un frein à l'utilisation du transport public et donc un frein aussi à l'accès à la culture, au service public, à l'emploi, à l'avenir. Avec le vieillissement mondial de la population, il faut s'assurer d'avoir un transport qui soit accessible à la fois en termes physiques et en termes, je dirais, cognitifs. Ça représente des moyens, c'est pour ça qu'il faut privilégier ça plutôt que baisser les tarifs. On a vu dans une campagne pour les municipales il y a quelques mois en France, une très grande métropole dont le maire sortant proposait la gratuité pour les plus de 65 ans pour qu'ils prennent le transport public plutôt que la voiture. Je pense que la solution, c'est plutôt faire payer tout le monde et utiliser cet argent aussi pour rendre le transport plus accessible à ces personnes-là. Autre sujet, David Onille, mais tout aussi important, les nouveaux rythmes de vie et notamment le développement du télétravail post-Covid. Il est d'ailleurs intéressant de noter que sur ce point, la France se démarque. La France fait un peu figure d'exception sur ce sujet-là, puisque c'est le pays de notre panel dans lequel le modèle classique 5 jours, travailler du lundi au vendredi, est le plus fort. C'est 63% des gens à Paris, c'est à peine 30% des gens à Amsterdam. Et notamment
notamment sur le travail le dimanche, la France est clairement le pays qui est le plus bas. C'est celui où on travaille le moins le week-end. C'est celui aussi où les amplitudes horaires sont relativement importantes par rapport à d'autres pays. On arrive relativement tôt, on part plus tard que dans d'autres pays. Ça a évidemment des incidences assez importantes sur les transports en commun. Et donc évidemment, l'offre, elle doit s'adapter. Ce qu'on a aussi regardé, c'était l'impact du télétravail, très important dans certaines métropoles. On pense notamment à Londres, où les télétravailleurs travaillent en moyenne 2 jours et demi par semaine. Et là encore, la France fait figure d'exception. D'une part, parce que le télétravail est un peu moins répandu qu'ailleurs. L'autre spécificité française, c'est le télétravail du vendredi. Ça, c'est une exception complète par rapport aux autres pays, où c'est beaucoup plus lisse, du lundi au vendredi. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire pour les réseaux français, parce que du coup, est-ce qu'on adapte l'offre à ces spécificités ? Les autres pays n'ont pas ce problème. Il peut y avoir un sentiment d'insécurité par rapport à il est tard, je suis une fille, etc. Moi j'ai toujours mon casque sur les oreilles. Ça m'est déjà arrivé de prendre des gens au téléphone pour donner l'impression que je suis occupée et que je suis pas dispo pour des interactions un peu bizarres. J'ai remarqué qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont peut-être sous alcool. Ça peut créer de tensions. Moi j'essaie d'éviter mais ça arrive. On n'est pas en sécurité je trouve. J'ai pas de chance mais je prends le métro, à chaque fois je vois un téléphone volé, des regards un peu pesants sur... voilà, puis beaucoup de personnes qui parlent tout seuls, c'est un peu étrange, ouais. Des gens pas convenants, notamment avec les femmes par exemple, et puis des gens un peu violents parfois, ouais. David Onille, comme on vient de l'entendre et comme on le voit dans cette étude, l'un des sujets majeurs, c'est l'insécurité qui est donc l'une des préoccupations principales des voyageurs. Ça a été une des grandes surprises de l'étude. On sait que c'est un sujet qui monte très fortement en France. Et donc nous, on avait cette perception-là avec ce paradoxe qu'on trouve, c'est-à-dire que les faits constatés sont plutôt en baisse sur nos réseaux de transport. Et pour autant, le sentiment d'insécurité, il ne cesse de monter et de devenir un vrai frein aujourd'hui pour un certain nombre d'utilisateurs. La nuit, à certaines périodes. C'est vraiment un sujet brûlant aujourd'hui. Les chiffres sont frappants. On a 8 usagers sur 10 des transports en commun qui mettent en place des stratégies d'évitement parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans les transports. Ils vont prévenir un proche de leur trajet, faire une sorte de barrière avec leur smartphone ou leurs écouteurs pour éviter de croiser le regard des autres. Ils vont éviter certains trajets dont ils pensent qu'ils sont plus anxiogènes que d'autres. Et c'est la grande surprise, c'est que c'est universel. Les hommes comme les femmes, quel que soit le pays. Et donc, on a un vrai sujet d'arriver à rendre la perception du transport public plus sûre. C'est d'autant plus paradoxal que quand on demande aux professionnels, ce sont des espaces assez bien contrôlés. Il y a beaucoup de vidéosurveillance, il y a des personnels qui sont en gare, il y a suffisamment de monde aussi pour éviter des excès de violence trop importants. Donc, c'est un environnement qui est maîtrisé, pas particulièrement criminogène. Par contre, on a des représentations. J'étais frappé par un policier qui nous disait « c'est pas parce que quelqu'un a une canette de bière au fond du bus que c'est quelqu'un de dangereux ». Donc, il n'y a pas nécessité d'en avoir peur. Si les gens se parlaient un peu mieux, finalement, on arriverait à réduire ce sentiment d'insécurité. Arnaud Aimé ? Je pense qu'il faut faire une différence entre les problèmes de sécurité objective et qui font l'objet de faits recensés et le sentiment d'insécurité. Alors, je ne sais pas comment qualifier l'usager au fond du bus avec sa canette, mais... Le règlement, c'est qu'on n'a pas le droit de manger ou de boire à bord. Mais oui, alors ça, pour moi, justement, ça traduit des choses qui peuvent être une incivilité du quotidien. Eh bien, ça participe à ce sentiment d'insécurité. C'est pour ça que pas mal d'opérateurs de transport ont érigé en lutte prioritaire la lutte contre les incivilités parce que c'est le début du sentiment d'insécurité. La propreté des espaces qu'on fréquente, eh bien, a un impact sur ce sentiment d'insécurité. Pour diminuer ce sentiment d'insécurité, ça joue donc sur l'éclairage, tout simplement, des espaces, la mise à disposition d'alarmes, d'interphones, etc., quand il n'y a pas possibilité d'humaniser la station. Et puis dans les incivilités, je citerai aussi la fraude. Voir un usager passer au-dessus du tourniquet, ça ne communique pas un grand sentiment non plus de sécurité aux gens. Donc la lutte contre la fraude, je pense que c'est aussi un enjeu de lutte contre le sentiment d'insécurité. Sur ce point-là, il faut aussi penser très local. C'est pas parce qu'on a un consensus des problèmes qu'on a une uniformité de solutions. Et donc il faut prendre chaque espace de transport les uns après les autres avec notre expertise. Les premières solutions, elles viennent de la qualité de service, elles viennent aussi de la visibilité de nos agents sur le terrain. Et la dernière piste aussi qu'on peut regarder, c'est finalement tout ce qui va amener un sentiment de sécurité accru. Tout ce qui va inciter aussi au partage, à la parole. Ce qu'on a vu, nous, dans nos enquêtes, c'est qu'il suffit, par exemple, que quelqu'un aide une personne à monter une poussette à bord du bus pour que tout le monde se sente mieux et rassuré. C'est aussi la mixité. S'il y a des femmes, des personnes âgées, on se sent plus en sécurité. C'est le fait, par exemple, d'avoir des safe zones à l'intérieur des véhicules où tous ceux qui se sentiraient un peu moins en sécurité pourraient se retrouver à un même endroit, sans doute près du chauffeur, que ce soit dans les trains, dans les bus ou dans les trams. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble de rendre nos agents plus visibles et puis il faut qu'on soit finalement tous acteurs pour lutter contre ce sentiment de sécurité.
Quand c'est en soir, en week-end, tant que ça reste festif, cool, là il peut y avoir des moments où les gens se parlent et partagent des moments qu'ils ne partagent pas dans la journée, ça c'est sûr. Musicien dans le métro, j'aime bien m'arrêter 1 minute et demie parce qu'en général on peut pas faire plus dans le métro, mais ça ouais, je trouve ça très chouette. Un bon moment, les conducteurs ils commençaient à parler, à rigoler, ils racontaient sa vie dans les trains. Et c'était tellement spontané. Et même moi, je ne l'attendais pas. Du coup, j'ai commencé à rire. Ils font souvent des petites manifestations. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu la Saint-Valentin. Il y a eu aussi pour le Mardi Gras, je crois. Ça fait plaisir de voir un petit peu le personnel qui propose des petites choses, qui mettent une petite déco, tout ça, des petits bonbons. C'était sympa. On vient de l'entendre, David Honnet, les transports sont aussi des lieux de vie, de solidarité et de rencontres. Est-ce que raconter davantage ces histoires positives peut changer le regard des voyageurs ? On doit mettre en avant les bons moments. On insiste beaucoup dans l'imaginaire politique, dans les médias, sur parfois les faits divers tragiques qui s'y produisent, mais qui sont loin d'être le commun. Et finalement, l'expérience que chacun a des transports en commun, c'est d'abord des bons moments. C'est des moments d'amitié partagés, c'est des rencontres. Il y a 14%, on avait fait une enquête, 14% des gens qui ont fait une rencontre amoureuse marquante de leur vie dans les transports en commun. Et donc, il y a beaucoup de moments qu'on doit aussi mettre en avant pour cesser d'en avoir une représentation parfois anxiogène et qu'on arrive à communiquer de façon beaucoup plus positive pour le rendre plus désirable. Évidemment, ça passe aussi par la formation du personnel, Arnaud Aimé. On parle de symétrie des attentions. Plus les uns disent bonjour, plus les autres répondront bonjour. Et on voit beaucoup dans les réseaux de transport se développer ces politiques de signature de service, de développement de la posture de service des agents en contact avec les clientèles, dans l'idée que les usagers eux-mêmes renvoie ces ondes positives, entre guillemets. David Honnet ? C'est évidemment un de nos objectifs. On a beaucoup de programmes pour le faire. Je pense notamment à KSS, Keolis Signature Service, qui est le programme de formation de tous les agents qui sont en contact avec nos clients à un moment ou à un autre. On leur apprend à travailler sur ces questions d'ambiance, de réassurance des personnes. C'est parfois des tout petits gestes. C'est s'assurer quand quelqu'un monte dans le bus, vous l'avez regardé, vous lui avez dit bonjour, vous montrez qu'il y a quelqu'un qui est présent dans le bus pour faire respecter les règles, pour regarder si la personne a bien validé, si derrière elle va bien se comporter. Et ça, évidemment, ça peut avoir une influence assez forte, participer à changer la donne. Pour conclure, David Honnet, comment vous voyez l'avenir des transports en commun urbains ? Nous, on la voit plutôt de façon optimiste. C'est-à-dire que les transports en commun, c'est un bien précieux. La mobilité, c'est le droit des droits. La colonne vertébrale de ce droit, c'est les transports en commun. C'est la seule mobilité qui est ouverte à tous, que tout le monde peut prendre, quel que soit son état physique. Et plus les villes se développent, plus on a besoin de transports en commun. Les signaux très positifs, c'est qu'on voit aussi les projets structurants de transport en commun qui se développent partout dans le monde. On va ouvrir bientôt le premier train aux Émirats, il va y avoir une deuxième ligne de métro à Dubaï. On voit les projets fleurir dans la région, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Enfin, on a la chance d'avoir été choisi chez Keolis par Île-de-France Mobilité pour exploiter les lignes 16, 17 et 18 du Grand Paris Express. On est extrêmement fiers puisque ça va vraiment changer la vie des citoyens. Et de votre côté, Arnaud Aimé, votre vision de l'avenir des transports en commun ? Eh bien, je le vois resplendissant, évidemment. Il y a un besoin de mobilité et il y en aura toujours et même toujours plus. Notre monde, il est avec une population croissante, vieillissante, qui est de plus en plus urbanisée. Et qui dit beaucoup de monde concentré sur un territoire urbain dit besoin de transport public. J'ajoute à ça l'enjeu environnemental. Comme disait David, un transport public, eh bien, c'est une capacité d'emport collective et donc c'est une mutualisation aussi de la motorisation. Donc ça contribue aussi quand même à la sobriété énergétique. Là, je parlais donc pour les métropoles, mais le transport public, le transport collectif, il peut se développer potentiellement partout avec une grande diversité de solutions. On pense bus, parfois à des modes encore plus lourds de type tram, métro, train régional. Il y a le transport par câble, le téléphérique qui fait son retour. Il y a du transport à la demande qui se développe. Donc le monde du transport public, il est aussi innovant pour imaginer tout un tas de solutions qui s'adaptent aux besoins, y compris dans des zones moins denses. Arnaud Aimé, consultant spécialiste des transports au cabinet SIA. David Honnet, directeur marketing et prospectif du groupe Keolis. Merci beaucoup à tous les deux. Vous l'avez entendu, le véritable consensus mondial en matière de mobilité n'est donc pas celui des solutions, mais celui des attentes. Les usagers, loin de rejeter les transports publics, demandent à pouvoir les emprunter avec confort, facilité et sécurité partout dans le monde. Une conviction se dégage alors, la mobilité de demain ne sera pas seulement une question d'infrastructure ou de technologie, elle sera avant tout une question de confiance, de proximité et de qualité d'expérience avec une ambition que les réseaux de transport soient à la hauteur de ceux qui les empruntent. Les voix de la mobilité. Le podcast de Keolis.